Un spectacle en son et lumière, une chorégraphie à couper le souffle, des discours à rendre hommage au 7e art, un ciel qui s'illumine. Le cocktail est bien réuni pour une semaine de fête du cinéma africain. Une semaine pour apprécier 101 films, dont 19 à la conquête du Grand Prix de l'étalon d'or de Nyenega. C'est l'unique titre de cette édition. Madame, Messieurs, bonsoir. Nous attendons donc le générique qui va nous amener donc à l'ouverture de cette édition, de cette 23e édition du FESPACO. Si la régie est prête. Et clap, le FESPACO 2013, ça tourne. L'ouverture de la 23e édition, c'était cet après-midi au stade du 4 août, un stade où son lumière dans ce discours ont rivalisé pour célébrer le cinéma africain. La cérémonie d'ouverture a enregistré la présence du Premier ministre, celle de la marraine, la Première Dame du Burkina et de la Première Dame du Gabon, pays invité d'honneur de ce 23e festival. À l'issue de la cérémonie d'ouverture, le Premier ministre s'est exprimé au micro de Simon Gongo. Nous avons pu apprécier les différents spectacles que nous avons pu regarder qui montrent à quel point l'Afrique a beaucoup de talent. Et je pense que c'est ça aussi le cinéma, c'est de donner l'occasion justement de faire voir d'autres talents liés à la culture, la musique, la danse. Il y a toute une créativité qu'il faut saluer et le festival, le FESPACO, permet justement à l'Afrique de se retrouver autour d'une manifestation aussi importante que ce spectacle extraordinaire que nous avons vu ce soir. Il faut que dans les politiques africaines, l'on puisse redéfinir les moyens nécessaires pour soutenir le cinéma africain parce qu'il est un facteur d'abord d'intégration, il est un facteur de promotion des droits humains, il est un facteur d'intégration donc des peuples africains. Donc, je pense que nous devrons faire du cinéma un véritable outil, un levier de développement et d'intégration de nos peuples. Nous constatons malheureusement que les salles de ciné n'ont pas suivi la même évolution et au Burkina Faso. Au niveau du gouvernement, nous sommes en train de réfléchir au Burkina Faso pour voir comment soutenir les promoteurs privés à pouvoir développer, à créer, à construire des salles de cinéma. Parce que sans salle de cinéma, effectivement, il n'y a pas de cinéma. Également présent à Ouagadougou, le ministre gabonais de l'économie numérique, de la communication et de la poste. Vous le savez, le Gabon est le pays invité d'honneur de cette 23e édition. Le ministre veut que le cinéma africain soit diffusé à travers le monde. Blaise Louembe est au micro de Roger Kam et de Simon Gongo. Nous comptons sur le FESPACO pour non seulement faire la promotion des œuvres africaines, mais également accompagner les œuvres réalisées au niveau extra-africain. Nous souhaitons que le FESPACO produise, apporte aux États-Unis, en Europe, les produits réalisés ici pour que des prix leur soient également accordés. Nous devons également en profiter de ce FESPACO pour encourager la corrélation entre les différents pays pour qu'il y ait une coordination des produits du cinéma inter-État. On peut très bien avoir 5 ou 6 acteurs de plusieurs pays qui réalisent un bon film, financé également par 7 ou 8 pays. Voilà ce que nous souhaitons du FESPACO. Et nous comptons sur cette ambiance commune pour que le cinéma africain puisse prospérer et devenir pérenne. Vous l'avez vu dans les images aux côtés de Chantal Compaoré, la première dame du Gabon est à Ouagadougou dans le cadre de ce 23e FESPACO. Sylvia Bongo Ondimba est à la tête d'une forte délégation d'une quarantaine de personnes. Leur mobilisation s'explique. Le Gabon est le pays invité d'honneur du FESPACO 2013. Sylvia Bongo Ondimba et Chantal Compaoré ont réaffirmé leur engagement pour le développement du cinéma africain. Peggy Ouedraogo. Pays invité d'honneur à cette 23e édition du FESPACO, le Gabon ne compte pas y faire figuration. Déjà forte d'une quarantaine de personnes, voici que la délégation présente à Ouagadougou se renforce avec l'arrivée de la première dame
Sylvia Bongo Ondimba. C'est un rêve depuis très longtemps de venir ici chez vous pour le festival du FESPACO. Je suis d'abord engagée avec les jeunes. Je suis engagée dans la culture parce que je pense que ça fait partie de notre ADN. La culture est forte en Afrique. Et cette année, je vais investir non seulement mon temps, mais les moyens pour valoriser la culture de mon pays et pas d'Afrique. Et cet engagement est double, puisque la marraine de cette fête du cinéma africain n'est autre que Chantal Compaoré. Au regard du thème abordé par la Biennale cette année, ces ambassadrices entendent contribuer à leur manière au développement du cinéma africain. Surtout inviter les jeunes à participer massivement. Il faut vraiment que les politiques s'intéressent vraiment au cinéma afin que nous puissions avoir des films très compétitifs et puis des films, pas seulement au Burkina, partout en Afrique, surtout l'Afrique noire, où nous manquons de moyens. Et je pense que c'est un peu mon rôle là d'inciter les pays africains à investir vraiment dans le cinéma africain. Le Gabon présente 5 films en compétition officielle, dont un, Le collier du roi Makoko, du réalisateur Henri-Joseph Koumba Bididi, est en course pour l'étalon d'or de Yenenga. Sans eux, le FESPACO n'existerait pas. Les cinéastes d'Afrique, du Brésil, des Caraïbes et de la diaspora sont déjà sur place à Ouagadougou. C'est pour leur rendre hommage, les saluer et les encourager pour le rayonnement du FESPACO que le Premier ministre leur a offert à boire un cocktail de bonne arrivée dans la pure tradition burkinabé. Oumou Sissé et Nyakiteda. Réunis à Ouagadougou à la faveur de la 23e édition du FESPACO, les membres de l'Association des cinéastes d'Afrique, du Brésil, des Caraïbes et de la diaspora étaient les ordres du Premier ministre Béon-Luc Adol-Tiao. Conduit par le ministre de la Culture, Baba Ama, et le délégué général du FESPACO, Michel Ouedraogo, ces cinéastes sont allés échanger avec le chef du gouvernement sur la vue de leur association, mais également sur les enjeux du FESPACO pour l'avenir du cinéma. Si le FESPACO existe, c'est parce que vous aussi, vous le voulez. Et vous avez fait du FESPACO justement aussi le creuset de la promotion justement de la culture africaine, de la culture du Sud, en quelques mots. Et nous souhaitons continuer à pérenniser cette manifestation pour qu'elle soit réellement le creuset justement de l'ensemble de toutes ces initiatives qui viennent de partout. Tisser et renforcer des passerelles entre les différents continents, tel est l'objectif de cette association qui compte sur les autorités pour le rayonnement du cinéma africain. Nous, du monde du cinéma, c'est très important pour nous de savoir que les décideurs, les gens du monde de la politique, les autorités politiques comprennent la valeur, l'importance du cinéma. Nous vous demandons de nous assister, même si nous savons que vous avez d'autres préoccupations, mais nous voulons aussi qu'on dise que la culture, ce n'est pas la dernière roue de la charrette, mais c'est plutôt la première roue de la charrette. Pour le ministre de la Culture burkinabé, Baba Ama, la présence de ces hommes et femmes est de montrer qu'au-delà des frontières, ils ont la même volonté, celle de montrer leur existence à travers le cinéma. C'est l'espoir de tout un peuple. Moi, Zafira est le seul long-métrage burkinabé en compétition pour l'étalon d'or de Yenenga à ce 23e FESPACO. La réalisatrice Apolline Traoré est la seule femme contre 18 prétendants au titre, à l'image de son héroïne qui se retrouve seule contre tous dans un village où les traditions sont encore rétrogrades. Moi, Zafira, la trame de l'histoire avec Salinana. Apolline Traoré, avec son film Moi Zafira, est la seule burkinabé en compétition au FESPACO 2013 dans la catégorie fiction long métrage. Au cœur d'un village profondément ancré dans des traditions rétrogrades et éculées, une jeune femme, la trentaine et veuve, raconte son malaise et son mal-être. Tout ce qu'elle ressent dans cet univers veulent, lâche et notamment désincarné ne sont que illustration et impuissance. Un jour, elle reçoit un magazine de mode qui va engendrer en elle l'ambition de faire de sa fille une célébrité. Commence alors la longue et douloureuse aventure de Zafira,
seul contre tous. J'étais seule contre tous parce que voilà, j'étais dans un village où vraiment il y a des traditions et je voulais pas les accepter. Donc voilà, j'avais une fille de 7 ans, donc la fille voulait être vraiment médecin. Et puis voilà, moi je voulais pas. C'est un drame où cette mère a une certaine puissance, une certaine imposition pour l'avenir de sa fille, et on voit son combat très déchaîné ou sans relâche pour pouvoir aboutir à ses fins. Tourné entièrement au Burkina Faso, dans un village de Orodara, Moi Zafira est coproduit au Maroc. J'ai produit ce film avec mes fonds, mes propres fonds. Et à la fin du film, par rapport au montage, étant donné que j'avais plus d'argent, j'ai approché le ministère de la Culture en leur posant le problème. J'avais besoin d'une coproduction pour terminer le film. Voilà, le ministère m'a soutenu d'abord pour les derniers petits travaux qu'il y avait à faire pour finir d'abord la post-production. Et j'ai déposé un dossier à travers le ministère pour avoir la coproduction avec le Maroc. Apolline Traoré est jeune dans le métier du 7e art. Après l'obtention de sa maîtrise en cinéma aux USA, elle décide alors de revenir au pays pour présenter son premier court-métrage, le prix de l'Iorance, et remporte le prix du jury au FESPACO 2001. Suivi de Sous la clarté de la lune qui décroche au FESPACO 2005 le prix de la meilleure musique. Pour le FESPACO 2013, elle est de retour avec Moi Zafira. J'espère que le film sera bien accueilli. Je ne prétends pas à l'étalon, loin de là. J'aimerais seulement que le film soit bien accueilli d'abord par mon public de Burkina. Et puis aussi, j'espère au niveau international qu'il soit aimé, qu'il soit apprécié. C'est ça l'essentiel. Hein. Voilà, je ne prétends à rien et je suis très honorée même d'être à leur côté, parce que ce sont des gens que, quand j'étais haute comme ça, je regardais leurs films, et aujourd'hui, je suis dans la catégorie avec eux. En compétition officielle pour l'étalon d'or de Nyenenga avec 19 autres films, commence alors le compte à rebours pour la succession de Pégase. Non, Apolline, il faut prétendre à l'étalon. Nous, en tout cas, nous y croyons. Voilà ce qu'on peut retenir de l'ouverture et de l'actualité de ce 23e FESPACO, ouverture intervenue cet après-midi même au stade du 4 août. Rendez-vous dans nos prochaines éditions pour d'autres actualités sur le festival. Le renouvellement dans la continuité, c'est le plaidoyer du National Democratic Institute auprès de la représentation nationale, en partenariat depuis 5 ans pour la promotion du genre, de la participation des femmes en politique et de la lutte contre la pauvreté. Le NDI veut amorcer la phase terminale du programme avec les nouvelles autorités de l'hémicycle. La présidente de l'institution a été reçue en audience par le président de l'Assemblée nationale, Aminata Kassé, au micro de Sougrinoma Ibrahim Gigma. Le NDI a un programme de partenariat depuis 2009 avec l'Assemblée nationale du Burkina. Ce programme, qui a commencé en 2009, donc de 5 ans, visait à la promotion de la participation des femmes et à la prise en compte du genre et des personnes les plus vulnérables, la lutte contre la pauvreté. Avec les députés particulièrement de la KJDH et de la CASC, nous avons eu plusieurs appuis en termes de formation, en termes de contrôle de l'action gouvernementale, des rencontres avec les experts du gouvernement. Et nous sommes venus donc, avec la nouvelle législature, rencontrer le président de l'Assemblée, lui faire le point un peu de ce que nous avons fait jusque-là,
et envisager avec lui la finalisation de ce programme. Entre visites de terrain et rencontres avec les autorités nationales, Irina Bokova poursuit sa tournée au Burkina. Hier, la directrice générale de l'UNESCO était l'hôte à dîner du Premier ministre en reconnaissance des efforts de son institution dans le domaine de l'éducation, de la science et de la culture. La directrice générale de l'UNESCO a été élevée au rang de commandeur de l'ordre national. Les détails de cette actualité avec Nathalie Savadougou. Plus de 262 000 $, environ 140 millions de francs CFA, c'est l'appui que l'UNESCO vient d'accorder au Burkina Faso pour soutenir ses ambitions de réaliser l'inventaire de son patrimoine immatériel. Présente à Ouagadougou, la directrice générale de l'UNESCO, Mme Irina Bokova, a été l'invitée d'honneur du Premier ministre. Il a offert un dîner à son honneur, dîner au cours duquel Mme Bokova a été élevée au rang du commandeur de l'ordre national. C'est une grande dame et elle la mérite parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec elle alors que j'étais ambassadeur auprès de l'UNESCO à Paris. Je sais tout l'engagement qu'elle a eu pour cette institution, les réformes qu'elle a portées et surtout elle a su placer l'Afrique au cœur même de la problématique de l'UNESCO. Et grâce à cette vision, je pense que beaucoup de choses ont été faites. Et c'est une directrice très émue qui reçoit la distinction. J'ai exprimé aussi ma conviction, ma forte conviction et ma résolution de continuer à travailler pour que l'Afrique soit au cœur de notre action. Et je dois dire, spécialement ici au Burkina Faso, que j'ai exprimé aussi notre forte volonté d'aller plus loin, d'accompagner le gouvernement, le président, monsieur le Premier ministre, dans toutes ses ambitions. À l'occasion, plusieurs artistes ont rehaussé l'éclat de la cérémonie. Émerveillée par la prestation de l'artiste Flobi, la directrice générale a désigné séance tenante ambassadeur de paix de l'UNESCO. Au nombre des acquis de la fructueuse coopération entre l'UNESCO et le Burkina Faso, on peut citer entre autres l'inscription des ruines de l'Europénie en juin 2008 sur la liste du patrimoine mondial de l'organisation, la création et la fixation du siège du Centre régional des arts vivants en Afrique, au Burkina Faso, précisément à Bobo-Dioulasso, et l'exemplaire partenariat FESPACO-UNESCO. Séance de travail également entre la directrice générale de l'UNESCO et les membres du gouvernement concernés par le programme des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Une revue des projets et programmes nationaux dans lesquels intervient l'institution était la raison d'être de cette réunion de travail. Le point avec Peggy Ouedraogo. Les départements ministériels en charge de l'éducation, ceux du tourisme, de la communication, mais aussi de l'eau, de la jeunesse et de la solidarité nationale étaient tous représentés à cette rencontre. Autour d'une même table, ils ont nourri des échanges avec la délégation de l'UNESCO, portée par la directrice générale de l'institution. L'UNESCO au Burkina Faso, c'est le soutien de plusieurs projets nationaux. Les programmes qui sont en vigueur aujourd'hui, c'est les programmes qui nous aident un peu à former les enseignants et les enseignantes et en partenariat bien sûr avec le ministère des enseignements secondaires et supérieurs. Mais nous avons aussi les programmes sur l'éthique. Vraiment donc tout ce qui concerne l'énergie, la technologie dans le domaine de l'éducation. Et au-delà, c'est aussi tout le travail qui concerne l'alphabétisation, à la fois des femmes, mais surtout des associations des parents d'élèves, qui est soutenu par le groupe de travail de l'éducation non formelle. Et le Burkina Faso bénéficie également de l'appui multiforme de l'UNESCO dans d'autres domaines, notamment celui de la culture. Et c'est une revue de la coopération entre le pays et l'organisation onusienne qui a été établie. Je suis venue ici tout d'abord d'assister à l'inauguration de FESPACO, un festival avec une importance pas seulement qui dépasse le Burkina, l'Afrique, mais c'est un événement global. Notre coopération dans le domaine de la culture, soutenir aussi le patrimoine, la protection, le patrimoine immatériel aussi, les traditions, comment lier la culture et le développement. Nous sommes très heureux avec cette coopération. Il y a une volonté politique ici, je vois, dans tous ces domaines d'avancer.
pour le bien du peuple burkinabé. Dans le cadre de l'année internationale de la coopération dans le domaine de l'eau, la directrice générale de l'UNESCO s'est rendue dans les locaux de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement 2IE à Ouagadougou. Justement, au nombre des projets soutenus par l'UNESCO au Burkina, le musée de l'eau de Lumbila. La directrice générale de l'institution a fait le déplacement de cette localité pour s'assurer du bon fonctionnement de l'infrastructure, dont l'objectif est de sensibiliser, éduquer et former les populations actuelles et futures sur la gestion de l'eau. Visitez-le avec Claudine Abikaba. L'eau, symbole de vie, l'eau, symbole du sacré, est une denrée rare au Burkina, d'où la création de ce musée qui a bénéficié du soutien de l'UNESCO. Un soutien qui justifie la visite de la directrice générale de cette institution à Lumbila, siège du musée. La visite a permis aux fondateurs du musée d'expliquer aux visiteurs la chaîne d'approvisionnement en eau à travers la collecte, le transport, le stockage et le prélèvement consommation. On va continuer à accompagner pas seulement le musée, le développement de ce musée, mais aussi le gouvernement dans sa recherche pour une meilleure gestion de l'eau. Le fondateur se prononce sur les raisons qui l'ont amené à créer le musée ainsi que sur l'objectif visé. Je crois que l'idée du musée de l'eau est une inspiration personnelle. Et ensuite, je pense que c'est aussi compte tenu du fait que j'ai eu une grosse expérience dans le domaine de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement, que j'ai voulu capitaliser dans un espace muséal en vue de chercher à sensibiliser, former, éduquer, faire un plaidoyer sur la problématique de l'eau vraiment dans toute sa vision holistique. Son ambition est de faire de celui-ci le musée mondial puisqu'il est le seul qui existe pour le moment sur le continent. Quant à la directrice générale de l'UNESCO, elle achève sa visite par ces quelques phrases laissées sur le livre d'or du musée de l'eau de Lumbila, preuve de son passage dans ces lieux. Avec 0% au CEPE dans 45 écoles, la région du Sahel mérite attention, mais aussi une autopsie. Les conférences pédagogiques nationales des enseignants qui ont pris leur envol ce jeudi à Dori portent à cœur le management dans les écoles et les classes du primaire. Quelle contribution de l'enseignant pour la réussite scolaire et professionnelle? Autour de ces thèmes, encadreurs pédagogiques et acteurs de l'éducation pour situer les responsabilités et trouver la formule magique pour élever le taux de réussite scolaire dans les écoles du Sahel. C'est Sylvestre. Dans cet amphithéâtre de l'École nationale des enseignants du primaire de Dori, les discussions étaient vives ce jeudi 21 février entre le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et les 300 enseignants réunis à l'occasion du lancement des conférences pédagogiques annuelles. Et pour cause, l'année scolaire écoulée a vu 45 écoles de la région du Sahel faire 0% au CEP et le taux de succès régional est en deçà du taux national. Pour Koumba Boli, il est inadmissible que l'éducation soit autant à la traîne dans cette localité. Nous avons choisi Dori parce que quand nous avons fait le point aussi des indicateurs de performance, nous sommes à peine à 30% par exemple du taux d'achèvement au niveau de la région du Sahel. C'est vraiment très peu. Donc c'est une occasion pour nous d'interpeller les enseignants et les enseignantes. Pour les enseignants, la région du Sahel connaît des problèmes spécifiques dans le secteur de l'éducation, des problèmes qui méritent que le gouvernement s'y penche de façon spécifique. Les responsabilités sont partagées. Donc ici, si ces écoles ont fait 0%, il ne faut pas seulement condamner l'enseignant. Parce qu'ici, beaucoup de parents même n'adhèrent pas à l'éducation. Donc cela vraiment s'explique également. L'enseignant est seul, c'est lui qui est tout. Tant qu'il n'y a pas de motivation pour l'enseignant lui-même ou l'enseignante elle-même pour donner le maximum de soi par rapport à un travail qu'on organise, c'est sûr et certain qu'on ne va pas atteindre les résultats escomptés. Les enseignants et les formateurs sont invités à mener des débats francs, à poser les vrais problèmes et proposer des solutions adéquates.
La recherche scientifique et l'innovation, une combinaison qui se veut gagnante à travers la réhabilitation des stations de recherche, celle de Kouaré, située à 12 km de Fada, a reçu la visite de Nissa Isaïe Konaté. Le ministre en charge de la question a pris la mesure des potentialités de cette unité de recherche, de production des semences améliorées et de culture de moringa. Un échange avec les travailleurs a permis également de recueillir leurs préoccupations pour de meilleures conditions de travail et de rendement. Abdul Rasmane Zongo. Malgré la vétusté de ses infrastructures et équipements, la station de Kouaré, située à 12 km de Fada, reste une importante unité de recherche agricole et de transformation des systèmes productifs. Production de semences améliorées et culture du moringa, cette plante aux vertus alimentaires et médicinales sont une réalité. Outre la station de Kouaré, le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation a visité les locaux de l'INERA. Puis, il a échangé à bâton rompu pendant des heures avec les agents, suite à une présentation des résultats agricoles satisfaisants atteints par son département en 2 ans d'existence. La direction régionale de la recherche environnementale et agricole de l'Ouest, qui couvre l'important pôle de croissance de Bagré, va être appelée à jouer un rôle très important dans le développement de ce pôle de croissance. Les agents n'ont pas manqué d'égrener une longue liste de préoccupations et au finish sont satisfaits. Le problème d'octroi des indemnités était un problème vraiment majeur du moment où nous travaillons à risque. Nous sommes sur le terrain et il y a beaucoup de risques sur ce terrain-là. Et ensuite, nous avons des agents qui sont là et qui n'ont pas de situation. Et nous avons vraiment évoqué ce problème. Et nous avons vraiment été contents de voir qu'il a pris quelques agents en compte et qu'au fil du temps, il va voir comment il va résoudre le problème des autres aussi. Cette visite du ministre Konaté s'inscrit dans le cadre de sa tournée annuelle dans les structures déconcentrées de son département. Objectif, travailler davantage à renforcer le domaine de la recherche agricole et scientifique au Burkina. À la recherche de l'excellence, de modèles de réussite aussi, le ministre des Ressources animales, lui, était dans l'Oubritanga. La modernisation de l'élevage et le message véhiculé, la visite de 3 sites et l'écoute des préoccupations des éleveurs devraient permettre de résoudre les difficultés qui entravent la modernisation de ce secteur, nous dit Tanka Kafando. À Barkundouba, dans l'Oubritanga, habite un éleveur dont le travail fait figure d'école pour ses pairs. Bourema Diallo a reçu hier la visite du ministre des Ressources animales, Jérémy Tenga Ouedraogo, en présence d'autres éleveurs de la localité. En pleine saison sèche, Bourema Diallo et sa famille exploitent 2,5 hectares de maïs et de niébé grâce à l'eau du barrage situé à 400 mètres du site. L'objectif est triple. Produire du fourrage pour le bétail, satisfaire les besoins alimentaires et servir d'outil de vulgarisation. C'est un producteur modèle qui conduit la délégation ministérielle au cœur de son exploitation. Le site abrite également un centre d'alphabétisation réhabilité avec l'appui du Fonds pour le développement de l'élevage. Nous sommes à Nabi Stenga. Idrissa serait parti de presque rien. 10 poules et un coq avec l'encadrement de l'association Namanagobzanga. Aujourd'hui, le résultat est là. Voilà quelqu'un qui aujourd'hui nous a montré un troupeau de plus de 200 moutons, une quarantaine de bovins. Je pense que c'est un exemple à encourager. Nom Ghana, c'est la dernière étape de la tournée. Ici, Paul Tariam Ilboudo est à la tête de la société agro-pastorale et services SAPAS. Et c'est un empire de volailles et de matériel qui nous a été donné de voir. La ferme s'étend sur 2 hectares et emploie 20 personnes. C'est le résultat d'un investissement d'environ 316 millions de francs CFA et la capacité actuelle est de 3020 œufs de poule. Les taxes douanières sur les équipements demeurent aujourd'hui un frein à l'importation, à l'acquisition des équipements de base, soit pour produire les aliments, soit aussi pour accompagner toute la production pastorale. Cette sortie du ministre des Ressources animales dans les 3 sites de l'Oubritanga a donné la preuve que l'élevage est un chemin sûr vers l'emploi et la lutte contre la pauvreté,
pour peu qu'on mette l'accent sur la formation, l'organisation et l'accompagnement. Désormais plus professionnels dans la gestion des forêts, des cadres et techniciens des eaux et forêts viennent de boucler 5 jours de formation. Les principes de fonctionnement et d'utilisation des différents appareils de mesure et de collecte des données forestières n'ont plus de secret pour eux. La formation théorique et pratique dans la forêt classée de Denderesso a vu leur capacité d'intervention se renforcer. Ahadi Sandamba. Au nombre de 42, ces cadres et techniciens des eaux et forêts sont jugés désormais aptes à conduire, entre autres, des opérations de délimitation des massifs forestiers, de matérialisation de toute infrastructure dans les forêts aménagées et des inventaires forestiers phoniques. Il a fallu 5 jours de cours théoriques et des exercices pratiques dans la forêt classée de Denderesso pour que ces participants puissent améliorer leur mode d'intervention sur le terrain. Le temps nous a paru un peu insuffisant, certes, mais à partir de ce que nous avons déjà appris, nous pouvons retrouver un plan, nous pouvons retrouver un point et nous sommes à mesure de mettre en pratique ce que nous avons appris. Nous avons appris l'utilisation des appareils dendrométriques, notamment les appareils Sunto, et nous avons utilisé aussi le GPS pour retrouver un point en forêt. Et éventuellement, nous avons travaillé sur les cartes. Comment, à partir d'une échelle, on peut retrouver une distance? Comment, à partir d'une échelle, on peut calculer une superficie? Organisée par l'appui du projet BKF 015, cette formation sur les principes de fonctionnement et d'utilisation des principaux appareils de mesure et de collecte d'informations forestières s'inscrit dans la politique burkinabé de la gestion durable des ressources naturelles. Pour connaître le potentiel au niveau des forêts, ces outils-là doivent servir aux agents de mesurer et de donner effectivement ce qu'on a. Et maintenant de planifier, faire des plans d'aménagement pour pouvoir bien exploiter durablement les forêts. Et pour la pérennisation de ces acquis, Sambou Koulibaly invite les participants à une meilleure valorisation de ces connaissances par la pratique et le partage. Aussi, des dispositions sont-elles prises pour l'introduction de ces modules dans l'enseignement au niveau de l'École nationale des eaux et forêts, a-t-il ajouté. Un mot de santé avec le lancement hier du plan de renforcement de la prise en charge de la diarrhée chez les enfants avec les sels de réhydratation orale à faible osmolarité associés au zinc. Avec seulement 100 francs, le micronutrimant est accessible pour la santé de l'enfant burkinabé selon le protocole signé. Le programme qui vise les enfants de 0 à 5 ans devrait participer à la réduction du taux de morbidité et de mortalité. Nathalie Savadogo. Le Burkina Faso a adopté et mis en œuvre le protocole OMS-UNICEF pour une meilleure prise en charge de la diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans depuis 2007. Cependant, force est de reconnaître qu'il existe des insuffisances sur le terrain dans la vulgarisation du sel de réhydratation orale et le zinc. Nous avons constaté quand même des insuffisances dans la mise en œuvre de cette directive et liées notamment à l'insuffisance d'appropriation de ce protocole, lié également à la non-disponibilité du zinc et du SRO à faible osmolarité sur le terrain, et lié également à l'aspect du coût, parce que véritablement, c'est des molécules qui coûtent assez cher et qui ne sont pas du tout accessibles par les populations. Et c'est pour corriger ces lacunes que le ministère de la Santé, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, se sont mis autour d'une table pour élaborer un plan de renforcement de la prise en charge de la diarrhée chez les enfants de 0 à 5 ans. Nous avons consacré, comme j'ai dit dans mon discours, 1,1 milliard de dollars canadiens à l'initiative du Muskoka. Initiative du G8 en 2010 pour justement donner un poussé additionnel envers l'amélioration de la santé maternelle et infantile. Ce plan lancé doit couvrir la période 2013-2015 et avec le soutien du coût des sels de réhydratation orale et du zinc à 100 francs CFA, l'espoir est permis. Le charlatan envoûte le public lors de la première de cette pièce de théâtre ce jeudi, 30e création majeure du CITO et première mise en scène de Laure Azumi Guiré. Le charlatan est une satire sociale où la cupidité et la manipulation se disputent la place à l'abus de confiance. En attendant de suivre la pièce sur les planches pendant un mois au CITO, voici un avant-goût avec Ramatouzida et Nyakiteda.
Ce sont là les comédiens qui, par leur talent, ont assuré la grande première de cette 30e création majeure du Carrefour international de théâtre de Ouagadougou, CITO. Intitulée Le Charlatan, cette pièce de théâtre est une adaptation de l'œuvre Kinnock ou le triomphe de la médecine de Gilles Romain. Teintée de cynisme, elle met à nu les différents stratagèmes utilisés par un médecin du nom de Kinnock pour se bâtir une solide clientèle. Un médecin qui invente des maladies à ses patients, s'enrichit sur leur dos, mais personne ne peut désormais se passer de ses services. Moi, je trouvais ça très beau. Il était temps de faire ça ici parce que vous avez des artistes formidables à Burkina. Pour moi, c'est l'actualité qui m'a beaucoup marqué dans cette pièce parce que là, on traite le sujet principal de cette pièce, c'est la manipulation. Et quand tu vois, nous sommes tous manipulés en fait. Donc on a représenté ici un docteur, mais ça pourrait ne pas être un docteur. Ça peut être un ministre, ça peut être un chef d'État. Première mise en scène de la comédienne et conteuse Laure Azumi Guiré, cette création vient ajouter une corde à l'arc de l'artiste. Une nouvelle tâche qu'elle assure avec humilité. Pour être sincère avec vous, quand on m'a dit que je devrais faire la mise en scène, c'était la panique. Il faut reconnaître quand même que ceux qui font de la mise en scène, c'est du travail. C'est vraiment du travail et moi je sais que je l'ai fait. C'est pas encore gagné, il me faut encore du travail. Cette pièce de théâtre a été écrite il y a près de 90 ans et les thèmes sont encore d'actualité. Elle sera à l'affiche aussitôt pendant un mois à partir de ce 22 février 2013. Au Mali, la situation n'est pas toujours sous contrôle. Après Gao hier, c'est Tessalit qui est aujourd'hui le théâtre d'affrontement à l'arme lourde. Des combats meurtriers entre soldats tchadiens et djihadistes, des combats aussi contre des mines et des attentats. C'est la première des informations traitées sous forme de brève sur le continent. À Gao, l'armée malienne poursuit ses opérations de ratissage au lendemain d'affrontements meurtriers avec des islamistes infiltrés. Ce samedi, de nouveaux combats étaient en cours près de Tessalit entre les rebelles Touaregs du MNLA, alliés aux forces françaises, et des djihadistes. Dans le même temps, la traque des islamistes se poursuit dans le massif des Iforas. Oscar Pistorius a passé sa première nuit hors de prison après sa libération sous caution vendredi. En Afrique du Sud, l'affaire continue à faire couler beaucoup d'encre. Le champion d'e-sport reste inculpé du meurtre de sa petite amie Riva Steenkamp et a de nouveau rendez-vous avec la justice le 4 juin prochain. Ils veulent juste connaître la vérité. Quoi qu'il se passe, ça ne fera pas revenir Riva. Ils veulent seulement la justice et la vérité. Spectaculaire incendie vendredi à Douala. Pas de victimes à déplorer, mais d'importants dégâts matériels. Plusieurs magasins sont partis en fumée. C'est le 3e incendie dans la capitale économique camerounaise en l'espace d'une semaine. Ses habitants mettent en cause les délestages, suivis par de brusques retours de l'électricité. Au Cameroun, justement, la frontière avec le Nigeria est sous haute surveillance. On est toujours sans nouvelles des 7 Français enlevés. Les autorités camerounaises renforcent la sécurité et les recherches, des recherches qui pour le moment restent infructueuses. Kitimé est à moins de 5 km de la frontière avec le Nigeria. Le petit village de l'extrême nord du Cameroun est placé sous haute surveillance. En voiture ou à pied, des gendarmes de la brigade de Dabanga mènent des actions de ratissage dans cette localité pour retrouver les 7 otages français et leurs ravisseurs. Ce jour-là, après plusieurs heures d'opération, ils rentrent bredouille au poste. Ici est désormais gardé pour besoin d'enquête le véhicule qui transportait les 7 Français lors de leur enlèvement. Le renforcement du dispositif de sécurité dans la région s'intègre dans une stratégie élaborée par les autorités camerounaises. L'objectif, c'est de rassurer les touristes étrangers. Un seul incident ne peut pas remettre fondamentalement en cause le caractère sécurisé de la destination camerounaise. Depuis l'enlèvement des 7 Français, l'activité touristique dans la région camerounaise de l'extrême nord tourne au ralenti. Le parc national de Ouaza, qui à cette période de l'année attire un grand nombre de visiteurs, semble désespérément vide. Le ministère français des Affaires étrangères vient de classer cette région zone rouge.
Fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur la RTB et surtout bonne fête de cinéma à tous. Bonsoir.